Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire, justement, Entrepreneurs, parlons argent sans tabou. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive et se connecte. Je vois que ça augmente au fur et à mesure le nombre de personnes qui se connectent. Donc, bienvenue à tous et surtout bienvenue à nos intervenants d'aujourd'hui, de superbes intervenantes. Vous allez voir, vous allez avoir vraiment le must du must au niveau de tout ce qui est justement parler d'argent et surtout tout ce qui est au niveau des financements aussi pour son entreprise. Donc, plusieurs personnes se connectent encore, on continue un peu, on attend encore quelques minutes et on va commencer ce super webinaire. Entrepreneurs, parlons argent sans tabou. Alors, bienvenue à toutes, à tous. Allez, encore une petite minute. Alors, je vais vous commencer pour commencer ce webinaire, de vous parler quand même d'Actionnel, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément l'association. Donc, Actionnel est le réseau national qui accompagne les chefs d'entreprise pour booster leur entreprise et aussi les porteuses de projets à lancer leurs projets de A à Z. Notre ambition est de former chaque chef d'entreprise et porteuse de projet à avoir une entreprise pérenne et surtout qu'elle soit assez ambitieuse pour aller de l'avant, pour pouvoir créer de l'emploi. Et nous allons en parler tout le long de ce webinaire aussi, parce que la création d'emplois, bien sûr, passe par l'argent et le financement. Au sein aussi d'Actionnel, nous avons énormément de réseaux, d'ateliers, de formations et surtout nous voulons que ça soit une communauté qui aide chacune de nos actionnels à pouvoir se connecter au monde de l'entrepreneuriat avec bienveillance pour pouvoir justement se développer au maximum. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des femmes créent leur entreprise sans aucun financement. Ça, c'est une source qui vient de BNP Paribas. Pourquoi ? Parce que la plupart disent parce que j'aime faire ce que je fais, parce que je crée mon entreprise, parce que je veux avoir du sens, mais le sens ne peut pas aller avec l'argent. Nous verrons que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que aussi j'ai le sens du business, mais le business, je ne veux pas voir que je suis intéressée par l'argent. Donc, je veux avoir mon entreprise, mais je ne suis pas intéressée par l'argent. Il y a quand même une ambiguïté quelque part. Donc, voilà tout ce que nous allons voir au sein de ce webinaire. Et il faut savoir que par rapport à toutes ces réponses, je trouve que le sens et l'argent ne vont pas ensemble et autres, fait que 80% des dirigeantes n'arrivent pas à se payer correctement. Et pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assez ambitieuses peut-être, parce qu'elles ont peur de l'argent, parce qu'elles n'osent pas en parler, parce que c'est un tabou. Et je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Sabine et vous allez voir qu'on peut y répondre et que l'argent peut avoir du sens. Voilà. Bon webinaire. Sabine, bonjour à tous. Ok, bonjour à tous et à tous. Merci Frédéric. Donc, je suis Sabine Di Santo, gérante de la SARL SDI Finance et je fais du courtage en crédit. Donc, j'accompagne les professionnels et les créateurs d'entreprises pour accéder plus facilement au crédit et pour les professionnels établis, donc leur permettre de propulser leur business en leur conseillant, entre autres, d'oser recourir à des prêts pour investir et développer leurs affaires. Je suis ravie d'animer cette matinale dont je rappelle le thème « Entrepreneurs, parlons d'argent sans tabou », un vaste sujet. Donc, on aura la chance aujourd'hui d'avoir des intervenantes en effet de grande qualité avec Frédéric Montrésor, présidente d'Actionnel National, Maya Attig qui est de la FBF et de l'AFECEI, Hélène Formery de BPI France, Sarah Ben Hallel de Conto, Sophia Essalama de Ulule, et on finira par Frédéric ensuite. Donc, merci déjà à toutes. Je suis ravie donc d'animer ceci. L'objectif de la matinale, je rappelle, c'est vraiment de faire tomber les idées reçues et de montrer l'étendue des possibilités d'accompagnement qui s'offrent à vous, mesdames, entrepreneurs.
Donc, nous démarrons en recevant Maria Attig de la FBF et de CEI. Bienvenue. Et donc, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Maya Attig, je suis directrice générale effectivement de ces deux associations. Alors, la Fédération bancaire française, ce sont les banques. On connaît moins l'Association française des établissements de crédit et entreprises d'investissement, qui est en réalité une association qui est celle de tous les métiers de l'argent. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui gèrent l'argent des autres, soit en accordant des crédits, soit en collectant de l'épargne, soit en effectuant des opérations de paiement, eh bien, ces entreprises doivent s'affilier à l'AFECEI. Donc, je suis très heureuse de participer à un événement qui s'appelle Parlons d'argent sans tabou, parce que tous ces métiers, du financement du crédit, au crédit bail, crédit spécialisé, à la gestion d'actifs, à la monnaie au paiement, donc Ulule, Conto, eh bien, ils sont tous affiliés à cette association. Merci Maria. Donc, pour notre auditoire, on va avoir un sondage qui va être mis en place. Donc, la question, vous allez pouvoir le découvrir donc, en allant dans l'onglet sondage. Voilà, donc on vous laisse répondre. En tant qu'entrepreneur, les femmes ont moins de chances d'obtenir un prêt, info, intox. Et bien sûr, on répondra ensuite, mais on vous laisse déjà participer à ce sondage. Donc, merci Maya. Selon vous, quelle est la grande différence entre un homme et une femme qui crée? Alors, ce qu'on constate, c'est pas selon moi en réalité que je vais répondre, mais selon les études, les sondages qu'ont fait beaucoup de banques, beaucoup d'établissements financiers. Pourquoi? On le verra peut-être avec le sondage, c'est qu'il y a des idées reçues très tenaces, qui sont effectivement que les femmes sont défavorisées du point de vue de l'accès au financement. Peut-être que le sondage montrera le contraire. En tout cas, ce qui a été regardé depuis de très nombreuses années, c'est que, en réalité, une partie des différences de niveau de financement, puisque les femmes démarrent avec environ 10 à 15% de capital en moins, en cumulant tout, le rapport personnel, etc., elles démarrent avec 10 à 14% de capital en moins. Et ensuite, les entreprises peuvent croître un peu moins vite. Ça, d'une certaine manière, 10 à 14%, ça vous rappelle quelque chose? C'est la différence de revenus à métier exactement égal. C'est des différences qui viennent de loin et qu'il faut vraiment traiter dans la durée, progressivement. Deuxième élément, c'est que les projets des femmes, ils sont plus accompagnés, ils sont mieux accompagnés. Ça, c'est très important et il faut continuer à accentuer ce point. Pourquoi? Parce que un entrepreneur seul, un entrepreneur qui démarre seul, c'est un entrepreneur qui aura peut-être moins de regard extérieur, moins de points d'appui quand ça ira mal, donc finalement une dynamique qui aura plus de difficultés à s'installer. Quand 62% des femmes se font accompagner au démarrage et 61% au stade du développement, pour les hommes, c'est respectivement 59% et 48%. Donc, on a vraiment ces deux différences-là, des montants plus faibles, mais un accompagnement qui permet vraiment de compenser, de booster et ensuite d'accélérer. Merci beaucoup, Maya. Et justement, par rapport à l'accompagnement, comment la FBF et les banques soutiennent l'entrepreneuriat féminin? Comment elles l'accompagnent? Je parlerai d'ailleurs pour tous les réseaux. En réalité, quand on voit les taux d'accord de crédit, ce sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire que les caractéristiques des projets sont différentes, mais les taux d'accord et finalement l'accès au crédit, il est le même pour les hommes et pour les femmes. Et d'ailleurs, les femmes ont beaucoup plus accès au crédit en France. Vous en avez 56% qui demandent un prêt et les autres n'en demandent pas. Dans d'autres pays pourtant réputés très favorables aux femmes, comme la Suède, c'est moins d'un tiers. Donc, je pense que le premier accompagnement que fait le système bancaire dans son ensemble, que ce soit le crédit spécialisé, c'est d'accorder massivement ces crédits de la même manière à un homme et une femme. Sur les sujets de la levée de fonds propres, là, c'est différent. C'est des projets qui sont souvent dans des secteurs plus capitalistiques, plus techniques. Là encore, on a un héritage
de la faible part des femmes dans les métiers scientifiques, mais le monde du capital investissement fait beaucoup de choses pour essayer d'accélérer sur l'entrepreneuriat féminin, sur les levées de fonds féminines. Il y a une charte qui a été réitérée par France Invest, que représente également la FECI ici aujourd'hui. Alors concrètement, au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui distingue, je dirais, les projets féminins des projets masculins, eh bien, les réseaux font beaucoup pour le compenser. Je prends deux exemples très simples. Le premier, c'est la valorisation. Dire qu'une femme qui entreprend, une femme qui réussit, c'est positif, c'est bien, elle a une énergie à diffuser. Ça, c'est la multiplication de trophées. Alors, il y a les trophées Terre des femmes, Be a Boss, enfin, vous les connaissez, vous avez peut-être même été lauréate pour plusieurs d'entre vous. Ce sont, au-delà des moments auxquels ça correspond, des moments de félicitation, des moments de gratification, ça permet aussi de montrer la diversité des chemins, de pouvoir témoigner de ce qui fait qu'on a réussi, parfois de ce qu'on a échoué aussi dans un premier temps. Et je crois que c'est vraiment des moments dont il faut profiter à fond pour continuer. Il y a également des initiatives des incubateurs. Je vais parler des villages by CA qui font un trophée de la femme entrepreneur également dans le domaine des startups. Donc tout ça, il faut vraiment, encore une fois, en profiter pour faire connaître son activité et puis pour se nourrir des succès des autres. Il y a bien évidemment au quotidien un travail qui est mené avec des réseaux comme le vôtre. On va avoir tout à l'heure l'exemple d'un réseau bancaire qui va témoigner. Il y a Initiative France, il y a France Active avec qui on a organisé un colloque la semaine dernière. Tout ça, ça multiplie les occasions d'accompagnement. Je vous donne un dernier chiffre. Les réseaux, l'appartenance au réseau. On pense souvent que les femmes sont très loin derrière les hommes. En réalité, c'est en rattrapage. Une étude qui a été publiée en début d'année montre que c'est 24% des femmes et 29% des hommes. Alors, c'est encore pas gigantesque, mais ça augmente et vraiment l'écart homme-femme, là, il faut qu'il se résorbe et au contraire, que tous ces réseaux fonctionnent à fond pour permettre à vos projets de se développer. D'accord. Merci Maya. Et donc, pour terminer ensemble, une astuce du pro, au-delà du genre, qu'est-ce qui est déterminant pour obtenir un prêt? Au-delà du genre. Alors, ce qui est constaté, c'est que les projets des femmes, ils sont mieux construits, plus maturés. Ça aussi, c'est une constatation objective des sondages, des études, des dossiers qui sont faits. Donc vraiment, je pense que les femmes n'ont aucun doute à avoir sur leur capacité, leurs compétences. Il ne faut pas qu'elles aient ce doute de sous-compétence qui parfois frappe la gente féminine. Et donc, vraiment, il faut y aller, il faut y croire, il faut aller parler à son banquier sans avoir d'appréhension sur ce point. Ce qui fait la différence, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est aussi la capacité finalement à être dans un collectif et à dire si à un moment donné, dans le cours de vie, j'ai des questions, je saurai à qui les poser. C'est le fait de ne pas être isolé. Et donc, jamais seul. Le fait que l'ambition, ce soit une aventure collective, c'est vraiment notre slogan, et plus qu'un slogan, une réalité. Il faut vraiment montrer que le projet, c'est le projet d'une femme, c'est le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur, qu'il en a vraiment envie, qu'il n'y va pas tout seul non plus et qu'il sait se faire entourer, il sait écouter. C'est très important. Merci beaucoup Maya. Donc, on a entendu, on retiendra tout, bien sûr, mais aussi que les projets des hommes, les prêts des hommes sont autant accordés que ceux des femmes, les femmes sont autant accordées que ceux des hommes, très important. Merci beaucoup Maya Attili. Nous poursuivons avec Hélène Formery de BPI France. C'est à vous Hélène. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je travaille chez BPI France et dans la direction de la création et de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, BPI France a une mission pour soutenir la création d'entreprises en France. Et à ce titre, donc moi, je suis responsable de l'animation et du financement des réseaux d'accompagnement, puisqu'en fait, on va s'appuyer sur les réseaux d'accompagnement. Donc, les réseaux d'accompagnement, ce sont des associations telles que Initiative France, France Active l'a dit. Donc, on va travailler avec ces réseaux pour pouvoir accompagner les créateurs et jeunes entrepreneurs. Okay. Merci Hélène. Donc, vers quel type de financement à la création vont les femmes et pour quel montant? Alors, je vais reprendre ce que Maya a pu dire dans son propos précédent. C'est qu'effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a une parité
au niveau de l'accompagnement homme-femme sur la création. Donc c'est ce que disait Maya, hein, c'est que les femmes vont assez facilement, au moins aussi facilement que les hommes, vers les réseaux d'accompagnement et vont chercher cette valeur qu'est l'accompagnement quand elles créent leur entreprise. Donc on a à peu près autant de femmes que d'hommes sur ces sujets, à la fois de l'accompagnement et du financement. Et alors sur les questions de financement, donc il y a différents types de financement qui peuvent être mis en place par ces réseaux d'accompagnement au moment de la création. Donc on va avoir le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, ça va permettre à un entrepreneur de se constituer des fonds propres, et ces fonds propres vont lui permettre de pouvoir aller chercher une ressource bancaire. Donc quand je reprends à nouveau les propos de Maya, donc, qui disait que les femmes qui créaient avaient de 10 à 14% de moins de capital, le prêt d'honneur peut justement venir effacer cet effet de sous-investissement initial. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt qui va être distribué par des réseaux d'accompagnement. C'est un prêt à taux zéro qui est remboursable sur une durée à définir avec eux et qui fait l'objet d'un accompagnement pendant toute la vie de remboursement du prêt. On a également un outil très utile qui est distribué par France Active, qui est la garantie égalité homme-femme. Cette garantie, elle va permettre aux femmes, notamment demandeuses d'emploi ou issues de situations économiques difficiles, de pouvoir avoir une garantie jusqu'à hauteur de 80% sur son prêt bancaire. Donc ça va aider la créatrice d'entreprise à faire venir la banque dans son plan de financement. Merci Hélène. Comment on pourrait encourager les femmes à être plus ambitieuses dans leur demande de prêt, justement par rapport aux techniques et aux solutions qui leur sont proposées grâce à BPI France? Alors, ça, c'est toute une culture qui doit changer. On a notamment signé la semaine dernière avec la ministre à l'égalité homme-femme un accord cadre sur l'entrepreneuriat des femmes, qui doit permettre de regrouper tout un écosystème et de pouvoir faire évoluer l'accompagnement qui va être porté par l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est les réseaux d'accompagnement, c'est également les banques, et de pouvoir lutter contre les stéréotypes de genre, c'est-à-dire pas pousser, mais favoriser les femmes sur le calibrage de leur plan de financement, pour effectivement les rendre peut-être plus ambitieuses qu'elles ne sont aujourd'hui et lever les freins qu'elles se mettent elles-mêmes. Ok, merci. Et alors, vous avez parlé parfait du prêt d'honneur. Quels sont les critères qui sont déterminants? Je pense à un critère, par exemple, au niveau des embauches, au niveau du nombre de personnes dans le projet. Est-ce que ça va jouer sur le montant du prêt d'honneur, par exemple? Et quels sont les autres critères qui pourraient être déterminants pour en obtenir un d'eux? Il y a différents types de prêts d'honneur. Donc, il y a un prêt d'honneur qui s'appelle le prêt d'honneur solidaire, qui va plutôt s'adresser aux femmes qui sont en situation économique difficile, donc qui peuvent être demandeuses d'emploi et qui vont déjà créer leur entreprise pour subvenir à leur propre emploi. Donc là, ça va être le projet d'entreprendre qui va être prioritaire. Les autres éléments, les facteurs clés de réussite, c'est la préparation du projet. Donc c'est de se faire accompagner en amont de la création d'entreprise et d'être aidé justement pour calibrer ce plan de financement, ce business plan, et de passer aussi le cap du premier emploi salarié, voire du deuxième, troisième, et avoir une entreprise de taille un peu plus conséquente. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des différences quand même que vous faites par rapport aux demandes et aux projets des hommes que vous pouvez analyser chez BPI France? Eh bien, on y revient toujours, hein, c'est que les projets sont plus petits. Les projets sont plus petits, que le passage à l'échelle est plus long, que le salaire versé par la personne est plus faible. Et puis, il y a une réticence aussi à passer sur des activités d'export. Il y a un temps plus long pour aller créer d'autres emplois au sein de son entreprise. C'est les freins qu'on retrouve sur l'entrepreneuriat féminin. D'accord, merci. Et est-ce que vous voulez nous partager une astuce, un conseil dans le domaine de BPI, du pro, la fameuse astuce du pro? Alors, l'astuce, donc bon, je l'ai largement dit, mais c'est de se faire accompagner. Donc, n'hésitez pas, sur le site BPI France Création, vous avez l'ensemble des informations, l'ensemble des acteurs selon votre territoire
qui peut vous accompagner et vous avez des aides également pour pouvoir monter vos business plans, etc. D'accord, Hélène. Et juste pour le prêt d'honneur, est-ce qu'il y a un montant qui est en fonction du nombre de salariés? Non. On aura dans l'entreprise. Il est vraiment en fonction du projet. Il est en fonction du besoin de départ pour lancer son entreprise. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut cumuler prêt d'honneur et garantie égalité? Voilà. Bien sûr, parce qu'en fait, le prêt d'honneur, donc c'est un prêt à la personne physique qui va permettre de faire un apport dans l'entreprise. Et cet apport, il va vous permettre d'aller chercher un prêt bancaire. Et la garantie sera posée sur le prêt bancaire. Donc, c'est totalement complémentaire. Tout à fait. Et quand on arrive chez notre banquier avec un prêt d'honneur et la garantie, ça doit quand même le mettre dans une certaine confiance. Surtout parce que cette garantie ou ce prêt d'honneur sont le reflet de l'accompagnement qui est fait par les réseaux. Et ça sécurise beaucoup le banquier. Tout à fait. Merci beaucoup, Hélène. Quelque chose à ajouter? Merci à tous. Ouais, super. Est-ce qu'on fait déjà un point sur les questions ou on les traitera à la fin, comme on avait dit? Donc, moi, ce que je retiens d'Hélène, c'est donc les prêts d'honneur à taux zéro pour vous, entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à abuser de ces prêts d'honneur et la garantie femme que propose BPI qui va garantir vos prêts à 80%. Donc, si on a une garantie BPI, ça veut dire que ça va limiter le montant de votre caution personnelle et parfois, il peut même ne pas rien avoir. Donc, osez demander des prêts, vraiment pour donner de l'ambition à vos projets. Merci Hélène. On poursuit. Donc maintenant, c'est au tour de Sarah Benalel de Conto. Sarah, on vous écoute. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir pour ce live. Alors très rapidement, je vous présente Conto. Donc Conto, c'est la néobanque européenne des PME et des indépendants qui a été fondée en 2017. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de devenir le pionnier de ce qu'on appelle le Business Finance Management. Donc l'objectif, c'est de simplifier la gestion financière et comptable de nos clients. Aujourd'hui, on compte plus de 150 000 entreprises clientes grâce à un service qu'on veut et qu'on travaille pour être innovant, rapide et le plus efficace possible. Donc moi, pour me présenter très rapidement, je suis donc DRH de Conto depuis maintenant 3 ans. Quand je suis arrivée chez Conto, on était une équipe de 40 personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 300. Donc j'ai vraiment connu et accompagné la croissance de l'entreprise. Et évidemment, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle et qui nous parle tous, puisque au-delà d'être nos clients principaux, on a aussi recruté beaucoup de personnes qui ont monté leur entreprise au préalable ou qui vont monter leur entreprise après leur aventure Conto. Okay, merci Sarah. Alors Sarah, quel conseil donneriez-vous à une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui est vraiment une aventure, ou dans la vie professionnelle en général? Donc, l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, on pourrait dire. Tout à fait. Donc, comme je le disais, effectivement, on est tous un peu entrepreneurs, intrapreneurs à certaines périodes de nos vies. Je pense que je donnerais vraiment 3 conseils principaux aux femmes qui souhaitent se lancer. Le premier conseil, c'est avoir confiance en soi. Je pense que malheureusement, trop de femmes doutent de leurs compétences, de leurs capacités à pouvoir accomplir. Moi, j'ai toujours un proverbe que j'aime beaucoup qui est l'audace, c'est le talent. C'est Jacques Brel qui disait ça. Et en fait, c'est vrai que l'audace d'essayer d'avoir confiance en soi, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui va être un moteur dans le lancement de son activité professionnelle ou dans le lancement de sa vie active. Le deuxième point, et ça va aussi avec le premier, c'est de ne pas trop se poser de questions. Et donc vraiment foncer, se lancer, éviter de s'auto-flageller ou de se mettre des freins inutiles. Encore une fois, il faut essayer, enfoncer le maximum de portes pour essayer de réussir et d'atteindre son objectif. Et le troisième point, je pense que ça a été dit aussi précédemment,
par Hélène, c'est de savoir bien s'entourer. On n'est jamais seul, ni pour se lancer dans la vie active, ni pour lancer son entreprise. Il faut parler de son projet. Il y a aujourd'hui des associations comme Actionnel, mais il y a énormément d'associations. On a forcément des gens qui sont des rôles modèles auprès desquels on peut s'identifier et qui peuvent nous aider à être de très bons conseils. Donc, savoir s'entourer pour le troisième conseil. Très bien. L'audace, c'est le talent. Ça, il faut l'entendre, l'écouter, le redire. Exactement. Alors, d'après votre expérience dans les ressources humaines, Sarah, quelles sont les règles à respecter pour une entrepreneur pour maintenir un équilibre vie pro, vie perso, même en tant qu'entrepreneur, justement? Alors moi j'aurais 4 conseils et c'est quelque chose que je vois beaucoup, sachant qu'il y a être une femme, être une maman, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans la vie des femmes, dans leur vie professionnelle au sens large. Je pense que un point important, c'est avoir les bons outils. En fait, en ayant les bons outils, en étant bien équipé, on va gagner énormément de temps parce qu'on va pouvoir automatiser un maximum de choses. Et donc, les outils, quand je parle d'outils, c'est des outils hyper variés. Ça va d'avoir son environnement Gmail, d'utiliser à la fois les Google Docs, les présentations qu'on peut partager, qu'on peut s'échanger facilement, d'utiliser par exemple des outils comme Notion. C'est un outil qu'on utilise nous en start-up beaucoup, mais c'est en fait un intranet où on peut vraiment noter toutes les informations qu'on a envie, et donc c'est vraiment un support cloud qui est extrêmement puissant et intéressant quand soit on monte son entreprise, soit on est dans une entreprise. Des outils comme évidemment tout ce qui est plateforme de signature électronique. Donc nous on utilise Concorde, on utilise DocuSign. Enfin il y a énormément d'outils qui vont venir vraiment automatiser. Puis il y a aussi typiquement Conto, ça peut être aussi un outil qui vous aide et qui vous facilite la vie pour la gestion des notes de frais, pour tout l'administratif, etc. Le deuxième point, je pense que c'est miser sur la priorisation. Je pense que beaucoup, surtout quand on est entrepreneur et qu'on démarre sa structure, on peut vite se laisser dépasser par un nombre incalculable de micro-tâches. Et donc, voilà, se poser tous les matins, chaque jour, en tout cas, qu'on dédie à son activité, de se poser la question de ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, ce qui est important pour vraiment hiérarchiser les tâches. Et s'assurer qu'à la fin de la journée, on ne se dise pas « bon, j'ai encore l'Everest à monter » et du coup, accumuler un peu cette fatigue et cette lassitude de jamais voir le bout du tunnel. Le troisième point, je dirais que c'est vraiment savoir conserver des moments de déconnexion pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, être entouré de beaucoup d'entrepreneurs aussi. C'est très difficile pour les entrepreneurs de distinguer. En fait, ça prend tellement aux tripes de monter son entreprise, de distinguer les moments de travail et les moments de vie personnelle. Et donc, de travailler, il y a plein de choses qui existent pour essayer vraiment de se déconnecter au maximum et d'avoir ces moments et ces soupapes où on peut souffler et où on peut aussi se ressourcer, être inspiré par autre chose. Et le dernier point, je dirais, communiquer vraiment le plus possible et sans complexe. Donc, ça revient aussi au point que je disais tout à l'heure, être bien entouré, ne pas hésiter à demander des conseils, surtout quand on se sent un peu débordé, pour savoir si on peut avoir de l'aide extérieure. Ok, merci. Donc, les 4 conseils, je les rappelle, très intéressants pour votre réussite, mesdames. Donc, avoir les bons outils, la priorisation, conserver des moments de déconnexion, en effet, c'est capital, et communiquer le plus possible pour être visible. Merci. Quel outil vous pourriez recommander pour lancer son business dans les meilleures conditions d'organisation? Alors, c'est en premier. Voilà, en toute humilité, c'est quand même pas celui que je vais prioriser. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses. On a par exemple, alors c'est pas forcément un outil, mais c'est une plateforme qui nous aide, mais c'est Legal Start par exemple, qui peut énormément vous aider dans tout l'accompagnement des démarches administratives. Après, vous avez évidemment Conto, et après vous avez tous les outils
que j'ai pu citer, des outils plutôt du quotidien et d'organisation du travail, les Gmail, les Notion, les Concorde, etc. D'accord, très bien. Alors, Conto, peut-être que pour les femmes qui nous écoutent, se disent innovation, néobanque, donc peut-être réservé un peu aux hommes. Alors, je sais que moi, comme j'accompagne des créatrices, je l'entends ça. Chez Conto, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, comprendre, avoir en idée reçue, quelle place vous donnez aux entrepreneurs? Alors déjà, la notion de la femme dans le monde professionnel, c'est quelque chose qu'on défend et auquel on croit en tant qu'entreprise et en tant que vraiment culture d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui chez Conto, au sein de nos salariés, 40% de femmes, ce qui est un ratio assez important quand on regarde l'industrie de la tech aujourd'hui en France. Et on est très, très fiers aussi d'avoir des femmes au comité de direction, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on est sensible. D'un point de vue vraiment purement business, notre cœur de cible, c'est les entrepreneurs au sens large, principalement, du coup, les petites entreprises. Et donc, forcément, nous, on souhaite accompagner toutes les entreprises qui se lancent. On ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes. Ce qui est sûr, c'est que notre produit, il est totalement adapté pour des entrepreneurs qui veulent gagner du temps dans leur démarche, encore une fois, financière et administrative. Je pense qu'il y a un point aussi qui peut être intéressant chez Conto et qui démontre qu'on a vraiment envie d'accompagner ces entrepreneurs, qu'ils soient évidemment hommes ou femmes, mais c'est la notion du dépôt de capital. Donc, en gros, on aide à gagner du temps en pouvant faire son dépôt de capital directement quand vous vous inscrivez chez Conto, et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié des petites entreprises. Ça leur permet d'obtenir leur cabis plus rapidement. Exactement. Grâce à Conto. D'accord. Tout à fait. Très bien. Super. Et du coup, vous connaissez la part de clients hommes, femmes, le distinguo non, c'est pas une data qu'on a, qu'on communique ou qu'on cherche à savoir. Après, c'est quelque chose vraiment qu'on se pose la question. On a eu plusieurs initiatives. Encore une fois, on ne distingue pas les hommes et les femmes, mais vraiment d'aide et d'accompagnement. Par exemple, on avait lancé une initiative où on mettait les expertises des collaborateurs à disposition des entrepreneurs qui pouvaient se lancer. Donc moi, par exemple, je pouvais être à disposition on parlait tout à l'heure des premiers recrutements. Voilà, j'ai une grande expertise dans le recrutement. Comment on peut accompagner des entrepreneurs qui se lancent sur, par exemple, leur premier recrutement et les aider les aider, leur donner des conseils, etc. Mais c'est pas une distinction qu'on fait entre hommes et femmes. En revanche, c'est quand même un sujet qu'on suit de près. Donc, je pense que c'est des initiatives qui vont se développer à terme. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner ce qu'on appelle l'astuce du pro, donc partager une astuce, un conseil dans votre domaine? Oui, alors moi j'ai une astuce extrêmement évidente, c'est ouvrez un compte Conto. C'est 100% en ligne, c'est rapide, c'est simple et c'est efficace. Et honnêtement, je suis bluffée, et ça c'est pour être au-delà du discours commercial, bluffée très sincèrement à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, je ne sais pas, dans des soirées, des dîners, bon un peu moins depuis le Covid, mais de la facilité de l'utilisation de Conto et vraiment de la satisfaction des clients qui l'utilisent et notamment des entrepreneurs. Donc, je ne peux que vous conseiller de le faire. Et vous pouvez nous dire un mot rapide sur comment ça se passe en fait? On va sur Conto et… Vous allez sur Conto, tout à fait. Vous allez sur Conto et vous vous laissez porter. C'est justement une des forces du produit, c'est que c'est extrêmement simple. Vous avez même un chat si jamais vous avez des questions, mais c'est extrêmement simple. Vous uploadez vos documents et c'est très rapide. Conto.com et vous avez toutes les informations. Merci beaucoup. Merci Sabine. Merci beaucoup. Alors, nous donnons maintenant la parole à Sophia et Salma de Ulule, donc qui est le premier site de crowdfunding. Sophia, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc moi, c'est Sophia. Je suis accompagnatrice de projet chez Ulule. Et Ulule, en fait, c'est une plateforme de crowdfunding
On existe depuis 2010 et entre-temps, en fait, on a vraiment grandi en tant qu'incubateur participatif parce que tous les projets qui se lancent chez nous sont accompagnés de A à Z dans leur démarche de comment est-ce que je vais lancer ma campagne de crowdfunding, comment je vais communiquer, comment je vais créer ma page et comment je vais attirer du monde pour que des visiteurs ou visiteuses deviennent des contributeurs ou contributrices. Donc moi, par exemple, je fais partie de cette équipe. Et donc voilà, pour dire très brièvement qu'est Ulule. D'accord. Alors, juste Sophia, avant de commencer un petit peu les questions peut-être plus techniques, est-ce que vous pouvez nous dire une plateforme de crowdfunding, donc en anglais, pari participatif, un petit peu ce que c'est pour les personnes qui pourraient ne pas connaître? Ok. Donc en fait, une fois que vous voulez faire, en fait, le crowdfunding, c'est faire financer son projet par la foule. Donc ça veut dire que vous allez lancer une campagne de crowdfunding à durée déterminée, donc c'est entre un mois et demi environ, et vous allez dire, moi je veux collecter X euros. Et donc, pendant ce mois et demi, vous allez communiquer auprès de votre communauté, vous allez essayer de l'agrandir aussi pour aller collecter ces fonds. Mais les gens, ils vont pas juste vous soutenir comme ça sans rien en retour. Ulule, c'est une plateforme de don pour don. Donc, ça veut dire que les gens, ils vont recevoir quelque chose de très concret en retour pour leur don. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise et vous faites des chaussures et vous avez donc déjà commencé à développer toute votre entreprise et que vous avez déjà votre premier prototype, mais vous avez plus d'argent, par exemple, pour la production, vous pouvez lancer une campagne de crowdfunding et vous lancez en fait votre chaussure en pré-vente sur Ulule. Donc, les gens, ils vont contribuer, ils vont dire, voilà, moi, je mets 100 euros et comme ça, vous pouvez utiliser cet argent pour la production et moi, à la fin, j'aurai la paire de chaussures. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche, le crowdfunding. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Sophia, quelle est la proportion de projets portés par les femmes sur votre plateforme de prêt participatif? Alors, sur Ulule, il y a 52% des projets sont portés par des femmes. Donc, ça veut dire qu'on est juste un tout petit peu majoritaire. Donc, ça, c'est très, très chouette. Donc, le crowdfunding, comme vous avez entendu, c'est plutôt un aspect de financement alternatif au prêt bancaire et peut-être un peu plus accessible parce qu'il faut pas rendre 10 000 paperasses pour pouvoir lancer sa campagne de crowdfunding. Par exemple, un particulier peut tout à fait lancer une campagne sur Ulule. Donc, je pense que c'est très, très facile de lancer sa campagne de crowdfunding. Et aussi, je pense, nous, en crowdfunding, on dit toujours le monde attire le monde. Donc, s'il y a beaucoup de femmes sur notre plateforme, nous, on dit aussi il faut oser se mettre en avant en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ou en tant qu'homme, pour bien montrer qui se cache derrière. Mais ça fait aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent en crowdfunding. Et justement, il y a vraiment cette exemplarité. On peut s'identifier. Et donc, on se dit, en fait, moi aussi, je pourrais lancer ma campagne de crowdfunding. Donc, je pense que ça aussi, ça joue. Et voilà, en fait, je trouve ça très chouette que la majorité sont des femmes sur notre plateforme. Et j'espère que bientôt, ce sera encore plus que 52%. Ok, super. 52 des femmes qui ont osé faire une campagne. C'est vraiment bien, 52% de femmes. C'est chouette. C'est un chiffre qui fait plaisir. Oui, tout à fait. Sophia, comment le crowdfunding peut être un levier financier pour les entrepreneurs? Je pense que le crowdfunding vient peut-être un peu dans un deuxième temps de son entreprise parce qu'on dit toujours faut déjà avoir un projet assez concret parce que c'est pas uniquement la famille, les amis qui vont contribuer, mais il y a aussi vraiment cet enjeu de communication un peu pour aller toucher de nouvelles personnes pour soutenir le projet. Mais ce qui est important pour ça, c'est justement d'avoir un projet très concret, que les gens ils sachent où va l'argent, que vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez ce que vous allez faire, que vous connaissez votre discours. Je pense que c'est plutôt dans un deuxième temps qu'on peut utiliser le crowdfunding comme un levier financier. Mais il faut aussi vraiment garder en tête qu'il y a vraiment cet aspect de communication aussi. Le crowdfunding, c'est souvent des plus petits montants qu'on va aller chercher. Par exemple, sur Ulule, la moyenne collectée est de 5 000 euros.
Donc, c'est surtout l'enjeu de communication. Quand je reparle avec des porteurs ou porteuses de projets après qui se sont lancés, souvent ils me disent « Ah, mais encore des mois plus tard, il y a des gens qui me parlent de ma campagne de crowdfunding et qui me demandent quel est mon projet, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer. » Donc, en fait, comme je disais, c'est à durée déterminée, donc c'est entre un mois et demi, et on va faire beaucoup de bruit pour collecter des fonds. Mais en fait, ça fait aussi que vous allez engager la communauté existante, mais aussi la faire agrandir. Donc, je pense que à côté du fait que c'est vraiment un levier financier, c'est aussi vraiment une possibilité pour communiquer autour de son projet. Donc, comme on disait, il faut se faire entourer, il faut parler du projet pour voir est-ce qu'il y a un marché pour le projet que j'ai. Il faut oser en parler. Donc voilà, donc ça peut être une manière pour par exemple tester, pour voir est-ce que donc il y a un marché, c'est pour collecter des fonds, c'est pour par exemple si comme je disais vous avez plus d'argent pour la production, c'est pour faire de la prévente. Donc par exemple avec les chaussures à nouveau, on peut peut-être vous avez trois modèles, vous pouvez voir lequel marche le mieux. Ou aussi parfois quand une campagne de crowdfunding ne fonctionne pas, c'est une manière aussi pour bien comprendre quels sont les enjeux et comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné. Pour un peu retravailler son discours ou retravailler le produit qu'on propose. D'accord. Et alors, moi, ce que je vois dans les accompagnements que je peux faire, c'est quand il y a une campagne de crowdfunding, ça rassure beaucoup nos partenaires banquiers. Aussi parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, ça a été testé, le produit a été testé. Et ça, les banques aiment beaucoup. C'est vrai que souvent, on voit ça aussi, qu'ils lancent une campagne de crowd justement pour faire un prêt par après, pour dire, voilà, en fait, il y a tellement de contributeurs et contributrices, il y a vraiment des gens qui sont, on a parlé dans tous ces médias de mon projet, il y a tellement de gens qui ont contribué, enfin, ça montre qu'il y a vraiment un marché pour ce produit et ça donne donc aussi envie par après pour les banquiers de donner un prêt. Tout à fait. Complètement. Okay. Sophia, comment et pourquoi Ulule s'engage pour soutenir l'entrepreneuriat féminin? Ah oui, donc en fait Ulule, on veut vraiment être une plateforme à impact. On veut rendre le monde un peu plus inclusif, plus divers, et donc aussi refléter la société. Donc on veut vraiment mettre en avant qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, et justement, moi je crois vraiment que c'est la visibilité aussi qui va faire que nous on peut s'identifier et qu'on veut aussi devenir entrepreneur. Et par exemple, ça c'était avant la crise, on avait organisé des pitch pour femmes entrepreneurs. Donc en fait, c'était toutes des personnes qui s'étaient lancées sur Ulule, qui étaient des femmes, qui pendant un événement, une soirée, pouvaient pitcher leur projet devant le grand public. Et donc, c'était pas uniquement en France, mais c'était aussi en Espagne, au Canada, en Belgique. On donnait vraiment la parole à ces femmes pour vraiment être un tremplin et pour oser parler, parce que souvent c'était la première fois qu'elles pitchaient leur projet. Et chez Ulule, vous êtes vraiment accompagné de A à Z, donc on va aussi vous aider à comment pitcher son projet. Et de cette manière, on voulait vraiment créer de la visibilité pour elles. Par après aussi, il y avait dans chaque pitch il y avait une gagnante, et sur nos réseaux sociaux, on allait faire voter notre communauté pour quel projet est-ce que vous trouvez le plus chouette, pour encore donner plus de visibilité à ces personnes et pour montrer tous ces beaux projets qui sont financés sur notre plateforme. Et à côté de ça, par exemple, on a aussi un partenariat avec Contrex qui soutient des projets pour des femmes, par des femmes. Donc, d'un côté, c'est vraiment un abondement financier qu'elles vont recevoir pendant leur campagne, mais c'est à nouveau, comme je disais, c'est de la visibilité que ces entrepreneurs vont gagner, parce qu'à la fin de la campagne, par exemple, on va faire une vidéo ensemble pour vraiment expliquer l'histoire de l'entrepreneur, l'histoire du projet, pour qu'on puisse mettre ça en avant et pour montrer en fait tous ces beaux projets qui sont portés par des femmes, et pour que chaque personne qui voit ça se dit moi aussi je suis une femme, moi aussi je vois qu'il y a des femmes dans l'entrepreneuriat, je veux aussi lancer mon projet. Donc on fait ça surtout. Par exemple, on a aussi une formation qu'on a lancé au-delà du crowdfunding. Donc, on donne de l'accompagnement de toute façon pour tous les projets qui se lancent, mais on organise aussi des formations crowdfunding pour les gens qui veulent encore en savoir plus. Et vraiment, pendant 3 jours très intensifs, on va que parler de ça pour mettre tous les trucs, toutes les astuces de leur côté pour avoir une campagne qui réussit. Mais on a aussi une formation pour créer son entreprise à impact. Donc ça, c'est plutôt vraiment pour les gens qui sont encore plutôt dans la phase de l'idée et qui veulent aller au concret. Et là, on a un partenariat avec Business au féminin
qui donnent donc à leur communauté, à 5 femmes, je pense, une place pour cette formation, justement pour les inciter à se faire accompagner, à lancer leur projet et pour montrer que voilà, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que pour des hommes, c'est aussi pour des femmes et voilà, il faut communiquer dessus, il faut montrer qu'on est là. Je pense que c'est ça qui est vraiment très important. Très bien, ok, merci. Alors, une question, vous avez parlé du montant moyen des campagnes qui font 5 000 €. Est-ce qu'on a un distinguo homme-femme? Alors là, non. En fait, on voit que les femmes et les hommes, c'est la même chose. Et aussi, sur Ulule, il y a un taux de succès de 72%. Pardon, je suis belge, donc je voulais dire 72. Et c'est égal pour les femmes ou pour les hommes. Donc, on voit vraiment que il y a autant de chances en tant que femme ou en tant qu'homme de se faire financer son projet. D'accord, très bien. Pour terminer, Sophia, une astuce, le partage d'une astuce, d'un conseil dans votre domaine? Alors, c'est comme un peu comme on a déjà tout dit, je pense qu'il faut vraiment parler de son projet autour de soi, il faut oser le tester auprès du grand public, il faut communiquer, il faut oser se mettre en avant en tant que femme, justement pour qu'on voit qui se cache derrière ce projet. Et voilà, communiquer, c'est vraiment ce qui est le plus important, je pense. Ok, super, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Sophia, sur Ulule? Comment faire alors? Comment on fait? Moi, j'ai envie de tester quelque chose cet après-midi, j'ai envie de tester mon produit. Je fais comment alors? Alors, vous allez sur la plateforme Ulule, il y a écrit déposer mon projet. Et là, donc, on vous demande en quelques clics, en fait, quel est votre projet, pourquoi vous voulez lancer une campagne de crowdfunding et quel est votre objectif environ. Puis nous, de notre côté, avec notre équipe d'accompagnement, on va regarder est-ce que ça rentre chez Ulule, parce qu'en fait, Ulule, nous, on va uniquement accepter des projets qui sont à portée du grand public. Donc, les projets très personnels, on les accepte pas. Mais souvent, quand c'est vraiment une entrepreneur qui se cache derrière, on accepte. Et donc, dans notre équipe, tout le monde a un peu son expertise et on va donc l'attribuer à un coach. Et donc, une fois que cette personne a déposé son projet, elle a donc accès à la page brouillon sur Ulule, mais aussi accès à un fil de discussion avec son accompagnateur ou accompagnatrice. Donc, c'est vraiment qu'on est là du début à la fin. Pour aider l'entrepreneur à lancer son projet. Donc, on est là pour dire, OK, comment on va communiquer autour de sa campagne, parce que c'est un peu différent de toute autre sorte de communication. On est là aussi pour comment créer son discours, quelle contrepartie proposer, parce que comme je disais, c'est du don pour du don. Donc, les gens, ils vont contribuer au projet, mais en tant qu'entrepreneur, il faut donner quelque chose en retour. Donc, nous, on est vraiment là pour accompagner tout au long. Et je pense que ce fil de discussion, c'est très, très chouette parce que on n'est pas des robots qui répondent. C'est vraiment nous, notre équipe qui est là. Aussi, par exemple, si vous dites, ah, mais moi, je préfère qu'on s'appelle, on peut s'appeler. Donc, avant, on se rencontrait aussi dans nos locaux, mais ça, pour le moment, c'est pas possible. Mais on peut faire des visios, par exemple. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner tout au long de cette aventure aussi. Si par après, vous vous dites, ah non, mais en fait, je crois que le crowdfunding, c'est encore un peu trop tôt, il n'y a pas de souci. On peut, c'est pas obligatoire que si vous déposez votre projet, que vous vous lancez sur Ulule. Donc moi, si vous y pensez, je conseille toujours de déposer son projet. Comme ça, vous avez accès à la page brouillon Ulule, vous avez accès à nous. Vous pouvez nous poser vos questions. Et puis, nous, on va jamais pousser quelqu'un à dire lancez votre campagne de crowdfunding si on se dit ah non, mais en fait, c'est pas la meilleure solution pour vous. On va être très honnête pour ça aussi. Super, Sophia, merci beaucoup. Donc, moi, ce que je retiens, tout est très, très intéressant et ça donne tellement envie et ça ouvre aussi le champ des possibles pour les entrepreneurs. Je retiens que 52% des projets sur Ulule sont portés par des femmes. 72% de succès, ça veut dire, mesdames, 3 projets sur 4, quasiment, sont financés. Donc, c'est juste énorme. Et des points très, très importants, on ne va pas sur une campagne chez Ulule sans la préparer. Donc, il faut parler, il faut oser, il faut tester, il faut communiquer, mais il faut avoir un discours qui soit déjà bien calé avec une communication en place. Voilà. Et ça, c'est déjà les clés du succès pour démarrer et puis ensuite faire propulser son activité grâce au prêt participatif, au crowdfunding, mais pour bien que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Sophia ? Non, c'était parfait, c'est tout à fait. Et surtout que nous, on est là en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice pour vous aider tout au long de cette aventure crowdfunding.
Super. Merci beaucoup, Sophia. Ça donne, encore une fois, on ouvre le champ des possibles. C'est notre matinale qui est comme ça, donc ça donne vraiment des ailes. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous. Merci. Maintenant, on retrouve avec joie Frédéric, donc Frédéric Montrésor, qui est présidente nationale d'Actionnel et pas que. Frédéric, je te laisse présenter tes structures, Bleu Ébène et Bleu Reflet, s'il te plaît. Alors oui, comme dit Sabine, donc j'ai 2 sociétés qui s'appellent Bleu Ébène et Bleu Reflet. Bleu Ébène dans tout ce qui est univers du digital, donc création de sites internet, applications web, réseaux sociaux. Et puis la deuxième que nous avons lancée l'année dernière, qui est sur l'essayage de bijoux en ligne. Alors je vous assure, c'est pas nous qui avons lancé la pandémie, parce qu'on n'arrête pas de me dire ça. Non. Mais non, non. Vraiment, c'est que voilà, c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête depuis 2019 et on l'a lancé donc en effet en fin 2020 et ça correspondait parfaitement à ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire de pouvoir essayer en ligne, puisque dès qu'on a une volonté d'acheter des bijoux, quel que soit le bijou, on se dit, je n'arrive pas à me rendre compte ni de la couleur, ni de la taille, etc. Et là, vous pouvez l'essayer comme si vous étiez devant votre miroir et vous commandez et vous évitez donc les retours, ce qui est quand même assez sympa. Voilà. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Et comment tu as financé tes projets ? Alors, autant je dirais ma première structure, je l'ai fait par mes fonds propres. La deuxième, je me suis dit non, parce que voilà, je suis partie plutôt en mode start-up. Donc, j'ai pratiquement ce qui est très bien, je vais faire le résumé un peu de tout ce qu'on a vu ce matin, puisque j'ai fait un prêt d'honneur, de là, j'ai fait un prêt bancaire, et de là, je suis allée à la BPI. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment tout ce qui était. Et là, je suis en train de me préparer à faire une levée de fonds. Donc, voilà, je couvre tout. Donc, en fait, c'est vraiment quand on prend un projet et quand on est sur un projet innovant, il faut avoir, en fait, il faut s'entourer, tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Donc, le prêt d'honneur, en effet, facilite le prêt bancaire. Dès lors qu'on a le prêt bancaire et qu'on a le prêt d'honneur, ça facilite d'autant plus de dire à BPI, regardez, je peux aller encore plus loin. Et de là, quand on a déjà en plus ces 3, on est encore plus loin pour aller après faire appel à des business angels et autres. Donc, oui, il faut aller financer et ne pas se dire, surtout quand on est sur des gros montants, de se dire, non, je vais aller sur mes fonds propres. Non, voilà. D'accord, oui, donc emprunter. Emprunter, sans aucun problème, emprunter, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de conseiller aux entrepreneurs qui nous écoutent sur l'ambition, sur le fait de gagner de l'argent avec son entreprise? Qu'est-ce qu'il faut leur conseiller pour réussir? Il faut qu'elles osent plus. Alors, moi, je me dirais que ma première société, je l'ai faite comme beaucoup en se disant, voilà, je fais mon emploi, je vais rester tranquille. Bon, ça a monté parce que ça fait quand même 18 ans qu'elle existe. À fur et à mesure, j'ai embauché. Et après, je me suis dit, quand j'ai embauché, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Ça me laisse plus de temps, ça me laisse le loisir de développer ma société, ce qui m'a permis de développer ma seconde structure. Et je me suis dit, mais pourquoi? Parce que j'étais dans un carcan un peu, voilà, ce qu'on a l'habitude de voir. On crée juste pour soi, mais on ne crée pas pour avoir plus de valeur et surtout de pouvoir avoir de l'embauche et de faire partie aussi de cette économie. Et je me suis dit, là, la deuxième, je vais partir direct en me disant, j'embauche, j'augmente, je suis ambitieux, je vois loin, je veux aller à l'international. Et là, on est dans une dynamique qui est tout autre. Et je vois que ce soit mon équipe ou autre, mes partenaires, c'est plus du tout le même discours. Donc, c'est pour ça que, et même quand j'ai repris justement Actionnel, je me suis dit, il faut que les femmes soient beaucoup plus ambitieuses. Quand on a cet état d'esprit, on va beaucoup plus loin. En plus, on participe à vouloir créer de l'emploi, à créer de la valeur. On est beaucoup plus fiers de soi. Donc, oui, vraiment, j'insiste pour les femmes puissent aller, en tout cas, de l'avant et soient beaucoup plus ambitieuses et créer énormément d'emplois. Voilà. D'accord. Et sur le salaire que se versent les femmes, aujourd'hui, j'ai encore lu des stats ce matin. Il y a c'est 2 tiers ou 1 tiers, pardon, de femmes qui gagnent moins de 1500, qui se prennent un salaire inférieur à 1500 € par mois
en étant chef d'entreprise. Un commentaire là-dessus, est-ce que c'est acceptable par rapport à toute l'énergie qu'on déploie? Ah oui, complètement. Ben, justement, j'étais allée il y a 2 ans avec 100 000 entrepreneurs dans un lycée et je me rappelle que chacune d'entre nous était passée, parce que c'était pareil, la semaine de la sensibilisation de l'entrepreneuriat au féminin. Et je me rappelle qu'il y a une fille qui a dit, mais à quoi ça sert d'être entrepreneur si on gagne 1 500 € par mois? Et là, c'est vrai que j'étais choquée. Alors, moi, je ne suis pas du tout à ce montant-là, mais bien sûr, je me paye correctement. Moi, ça fait depuis pratiquement plus de 15 ans que ma société me paye largement. Mais j'en rencontre en effet beaucoup de femmes qui font en effet ce qu'elles veulent, mais qui n'en vivent pas. Et pourquoi? Parce que c'est encore un tabou au niveau de l'argent. Moi, j'aime beaucoup dire chez Actionnel, quand je fais des réunions d'information, dire si du jour au lendemain, votre mari n'était plus là, si vous deviez absolument tout tenir, des enfants, les vacances des enfants, les études plus tard des enfants, combien vous deviez gagner? Alors, c'est très marrant parce que je leur pose pas cette question avant. Au début, je leur dis combien pensez-vous gagner? Et donc, en effet, elles seront à 1 500. Et quand je leur pose cette question-là, tout de suite, les montants augmentent. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas penser directement à ce montant-là? Dites-vous que vous n'êtes pas obligé de compter sur votre mari, vous n'êtes pas obligé, c'est très bien, hein, mais imaginez-vous que vous deviez tout gérer. Et là, comme par hasard, le montant fait x3, voire des fois x4. Et là, je me dis, ben voilà, c'est le montant que vous devez avoir, c'est vraiment ce que vous devez vous rémunérer. Et là, il y a parfois des déclics, et elles comprennent qu'en effet, c'est de créer sa boîte, c'est pas avoir, je dirais, entre guillemets, un supplément par rapport à ce que gagne son mari, c'est vraiment arriver à se subvenir à soi-même. Et si un jour le mari n'a plus d'emploi, plus rien, elles peuvent, elles, prendre les rênes. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment cette force-là que je veux inculquer et je veux influencer les femmes à se dire, nous, on peut être complètement indépendantes. Tout à fait. Merci Frédéric. Et alors, comment Actionnel, dans son parcours et dans les produits, les services qu'elle propose, encourage les femmes et aide les femmes à prendre confiance en elles et à être plus ambitieuses, puisque c'est vraiment le sujet de l'ambition est capital. Comment Actionnel peut aider les entrepreneurs et les porteuses de projets aussi, hein, alors, ça va passer par la formation parce que souvent les femmes se sentent légitimes que quand elles ont un diplôme ou quand elles se sont formées. Ça, les hommes moins, mais on le remarque souvent sur un même projet au sein d'une entreprise, un homme va savoir à peu près 50% je dirais, de l'activité, il va dire j'y vais. La femme aura peut-être 90%, elle va se focaliser sur les 10% qu'elle ne sait pas. Et elle dira donc je ne peux pas le prendre ce projet. Donc il faut vraiment déjà changer ces mentalités-là, à se dire que voilà, ok, vous formez. Comme ça, vous vous sentez légitime, c'est propre un point. C'est pour ça que chez Actionnel, on forme énormément sur différents secteurs, avec du coaching, avec justement cette posture entrepreneuriale, le fait de pitcher, de savoir pitcher très facilement, directement. Voilà, c'est déjà toutes ces actions-là. Après, on a mis en place aussi des réseaux B2B pour qu'elles aient plus l'habitude de parler business. Et donc de parler d'argent, voilà, on parle affaires, et puis aussi de s'entourer d'une communauté sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Voilà, parce que c'est sûr qu'on est beaucoup plus sûr aussi, par exemple, des fois, il nous manque une compétence, savoir qu'on peut s'appuyer sur une autre personne aussi va nous rassurer, on va se sentir d'autant plus sûr de soi pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. D'accord, très bien. Merci Frédéric. Une dernière chose à ajouter, Frédéric, avant qu'on passe aux questions du public, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, donc c'est intéressant de leur donner la parole aussi à notre auditoire. Ouais. Mais moi, la seule chose, voilà ce que je dirais, soyez ambitieuse et n'ayez pas honte d'être ambitieuse. Ambitieuse n'est pas un vilain mot, bien au contraire. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Donc moi, ce que je retiens, c'est que tu as osé faire appel à différents prêts, les prêts d'honneur, les prêts bancaires, BPI, et là aujourd'hui, tu es en train de faire une levée de fonds pour encore plus, pour propulser encore plus ton business. Et la question que tu t'es très vite posée, pourquoi je n'ai pas embauché plus tôt? Ça, c'est vraiment hyper intéressant. En effet, on est bien plus fort à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment un exemple à garder en tête
pourquoi ne pas embaucher dès le démarrage? L'ambition, les femmes ont l'impression d'être légitimes si elles ont un diplôme. Et pourtant, si vous avez des idées extraordinaires, mesdames, mais osez, vous voyez là qu'il y a plein d'outils pour réussir. Et puis, échanger avec des pairs, donc les réseaux B2B, c'est très intéressant aussi. Faire partie d'une communauté pour échanger, donc surtout ne jamais rester seul. Se faire accompagner, c'est vraiment hyper important pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat. J'aime vraiment dire ça parce qu'il y a des femmes qui réussissent très très bien dans des groupes et c'est vraiment quelque chose de capital aussi. Merci beaucoup Frédéric. Merci Sabine. On va passer aux questions du public qui sont très très importantes, donc très nombreux. Pardon. Asia, je te laisse la main, Asia, ou comment tu veux qu'on fasse, Asia? Pardon, mais on calme juste pour être bien. Ouais. Super, voilà. Merci Asia. Parce que j'ai vraiment écouté et du coup, je t'avoue que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai pas lu les questions. Donc, si tu peux prendre le relais sur les questions, allez, super. Je m'en occupe. Alors, Asia, coordinatrice nationale du réseau actionnel. Donc, je vais revenir rapidement sur les questions qui ont été posées. Alors, effectivement, il y a pas mal de sujets. La première question concernait l'étendue des réseaux, du choix. Donc, l'appartenance au réseau est effectivement une vraie force. Cependant, l'offre est tellement touffue qu'il devient difficile de faire un choix. Avez-vous des questions et astuces sur ce point? Après, c'est en fonction de ses appétences, hein, je dirais. Il faut essayer, je dirais, d'aller dans chaque réunion de différents réseaux. Et en fonction de comment on se sent bien ou pas dans ce réseau-là, puisque je dirais que pratiquement tous les réseaux vont proposer à peu près la même chose, mais c'est surtout souvent vraiment comment on va se sentir bien au sein de la communauté du réseau, ce qui est important. Alors moi, je veux dire, pour Actionnel, bien sûr, on est les meilleurs, mais voilà. Mais après, vous pouvez aller voir en effet d'autres réseaux. Merci Frédéric. Comment peut-on obtenir la garantie dont parlait Hélène pour les prêts bancaires? Alors Sabine, peut-être que tu as la réponse. Je sais que si vous vous rendez sur le site France Active, en fait, vous aurez toutes les informations relatives aux conditions d'accès aux prêts d'honneur et également à la garantie. Pour information, le montant maximum, sous réserve Sabine, le montant maximum des prêts d'honneur est de 80 000 €. Et le montant maximum de la garantie s'élève à 50 000 €. Sabine, tu confirmes? Oui, c'est la garantie. La garantie France Active. La garantie, oui, voilà. Tout à fait. Et par contre, la garantie le France Active peut garantir jusqu'à 80% du prêt bancaire. Donc c'est énorme. Elle est partie, voilà, 80% du prêt bancaire. Donc c'est vraiment énorme. Il reste 20% qui ne sont pas garantis et la banque peut demander à ce moment-là, mais Maya Attic pourra peut-être confirmer, mais peut demander une caution personnelle, mais sur 20% du projet. Et en général, on arrive quand même à limiter au maximum les cautions personnelles, grâce à la participation de BPI, justement. Alors, une autre question. On entend effectivement souvent les conseils « lancez-vous ». Je suis très en phase avec ça, mais dans quelle mesure cela est-il compatible avec d'autres conseils où on entend « préparez bien votre business plan » qui aboutissent souvent à un ralentissement du lancement? Alors, j'allais dire, moi, sur ce point-là, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prête, que vous sachiez exactement dans quel environnement vous allez vous lancer. Donc, le business plan va vous permettre de rendre les choses un peu plus concrètes. Après, le tout, c'est de ne pas rester dans cette phase de recherche, études de marché, etc. À un moment, une fois qu'on le sent, on y va, on se lance. Et c'est peut-être ça, en fait, c'est dans cet ordre-là. D'abord, on y va armé, et une fois qu'on se sent, on se lance pour de vrai, on ose. Vous avez par contre, je crois qu'il y a Maya qui veut parler. Oui, okay. Je voudrais juste compléter un point. Je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans les témoignages, et notamment celui de Ulule, c'est que la phase où le projet est regardé, pas forcément accepté, mais il y a des conseils, il y a des réorientations, etc. C'est une phase qui est très importante. Et donc, se lancer, c'est lancer ses demandes et puis vous allez avoir des conseils, des choses qui ne seront pas des refus, mais des commentaires, parfois aussi des refus, mais justement, ça vous permet de cibler davantage. Et donc, toute cette phase-là de construction
il ne faut pas se dire, je passe 2 ans à faire le business plan parfait qui ensuite va être accepté par tout le monde. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment cette étape d'itération qui est très importante et je crois que les unes et les autres en ont parlé. Donc, ça réconcilie le paradoxe. Merci Maya. L'événement sera effectivement en replay et il sera visible sur le site internet www.actionnel.fr pour ceux qui se posaient la question. Alors, juste moi, si je peux me permettre, comme j'accompagne beaucoup les créateurs et les créatrices, en banque, les banquiers vont quand même exiger, parce que c'est super, on teste et il faut oser et assez vite, je suis complètement d'accord, sinon on a toujours, c'est Hélène, je crois, au démarrage qui disait qu'à un moment donné, on a toujours des questions à se poser, il y a toujours la question en plus qui fait qu'on ne se lance pas, donc il faut se lancer. Par contre, il faut quand même avoir un business plan avec des chiffres sur 3 ans qui montrent aussi la faisabilité financière du projet pour pouvoir aller lever des fonds. Si on n'a pas de capacité de remboursement, le banquier, il faudra le comprendre, il va avoir des difficultés quand même à suivre le projet. Donc, c'est quand même important de se lancer avec aussi des chiffres et qui sortent pas de nulle part. Donc, se faire accompagner aussi, alors par Actionnel le fait très bien avec le parcours de création, mais c'est vrai que c'est important aussi d'arriver chez le banquier avec un business plan qui est validé et qui peut être défendu et argumenté. Moi, j'accompagne aucun créateur qui n'ont pas de business plan parce que j'estime que c'est quand même un manque de sérieux. On peut pas parler d'un projet si on touche pas des chiffres en face. Effectivement. Merci Sabine. J'ai une question pour Sophia. Si on n'a pas de communauté, comment ça se passe pour lancer une campagne de crowdfunding ? Alors, en fait, moi, ce que je conseille toujours, c'est de déposer son projet parce que, comme je disais, nous, on est là pour préparer ça avec vous. S'il n'y a pas de communauté à ce moment-là, on est là pour vous expliquer, OK, donc il faut créer sa communauté avant de se lancer. Donc, on va vous donner des tips et des tricks pour vous dire, OK, comment est-ce que je vais lancer ma communauté? Est-ce que je vais faire des réseaux sociaux? Est-ce que je vais plutôt participer à des événements? Enfin, est-ce que je vais faire des sondages? Ça dépend très fort de projet à projet, donc je peux pas vous dire comme ça, ah ben voilà, c'est comme ça que vous créez votre communauté. Mais on est vraiment là justement pour vous aider à ce sujet, pour comment créer sa communauté et quelle est la manière la plus pertinente de trouver en fait sa cible. Ok. Sophia, on a une autre question pour toi. Alors attendez, excusez-moi, j'ai la connexion qui se perd un petit peu. Est-ce que la formation est payante? La formation ULU dont tu parlais tout à l'heure? Alors, donc il y a l'accompagnement d'un côté qui est rémunéré par la commission qu'on prend sur le montant collecté pendant la campagne de crowdfunding qui est de 8%. Et puis après, si vous voulez vous former plus en dur pendant ces 3 jours, c'est une formation qui est payante, mais qui est remboursée par la CPF. Donc en fait, une fois que vous avez commencé à travailler en France, pour plus de 2 ans, je pense, vous avez un portefeuille en fait qui vous permet de vous former et d'utiliser cet argent que vous allez avoir grâce aux années travaillées. Et avec cet argent-là, vous pouvez utiliser pour faire la formation. Mais donc, ce n'est pas votre compte qui paye, mais c'est votre compte CPF. Mais si vous avez plus de questions à ce sujet-là, en fait, je vous conseille de me contacter directement et je vous mets en relation avec les personnes qui peuvent vous aider pour savoir combien d'argent vous avez sur ce compte CPF. Bonjour à tous, je vais me permettre de prendre le relais sur les questions parce que je crois qu'Assia a eu un petit souci de connexion. Oui, elle a été déconnectée, oui. Donc, du coup, on a une question de Sabine qui a eu un grand succès sur les votes pour les questions, qui dit « L'appartenance au réseau est effectivement une vraie force. Je suis personnellement super boostée grâce au réseau dont je fais partie. Cependant, l'offre est tellement touffue qu'il devient difficile de faire un choix pertinent. Avez-vous des conseils et astuces sur ce point ?» On a déjà répondu là. On a déjà répondu à cette question. Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, juste, j'en vois une, moi, je me permets de la lire parce que, et après, je t'en donne il y a Johanna Mienviel, Sébastien qui pose la question, est-ce que cela se fait d'inclure le salaire du dirigeant d'entreprise dans la demande d'emprunt bancaire pour couvrir la première année d'activité lorsque la société n'est pas encore rentable? Alors, c'est une excellente question. Alors, en fait, inclure le salaire dans une demande d'emprunt, ça va pas être dans un emprunt. En fait, on va financer ce qu'on appelle des investissements, des immobilisations et du besoin en fonds de roulement. Le salaire de dirigeant, ça va être une charge en fait dans votre compte de résultat.
Donc, en fait, si on veut inclure le salaire, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas de trésorerie de départ. Donc, ça peut être problématique dès la première année, sachant que vous avez en général des accompagnements en maintien de rémunération. Donc, on inclut le salaire dans le compte de résultat, ça c'est une évidence, mais pas forcément dès la première année. Tout ça, c'est vraiment justement l'importance de faire le business plan et de voir combien vous pouvez vous rémunérer dès le démarrage. Mais par contre, on ne va pas financer de l'emprunt, on ne va pas financer du salaire par de l'emprunt bancaire. Ça, c'est vraiment important. L'emprunt bancaire, il va financer des investissements. Maya, peut-être? Maya Ati? Oui, au fond, c'est la différence entre l'apport initial personnel, la trésorerie personnelle qu'on peut avoir aussi là, en dehors de l'entreprise pour faire face à ce départ, et puis effectivement le crédit qui finance un investissement avec une rentabilité de cet investissement qui va se dérouler au fil des ans. Merci. Il y a une autre question aussi de Fanny. Sinon, si tu vois, Sabine. Non, vas-y, parce que vas-y. Il y a Fanny Fanou qui dit depuis cet accord de prêt, je galère vraiment pour trouver une garantie prêt d'honneur, garantie égalité homme-femme pour débloquer mon prêt bancaire. Avez-vous des conseils à me donner, des suggestions, des propositions? Je serais très heureuse de les lire. Voilà. Donc, elle n'arrive pas à trouver moi, je pense qu'il faut passer par un prêt d'honneur pour elle. Bah oui, complètement. Mais alors, elle est partie, Hélène Formery. Elle est plus là. Hélène, de BPI. Non, d'accord. Pas. D'accord. Donc, en fait, là, Fanny, elle a un accord de prêt de sa banque, mais donc c'est un accord sous réserve de garantie, ce que je peux comprendre. Oui, je pense. Mais là, c'est la BPI. Il faut voir la BPI. C'est vraiment la structure qui va permettre ensuite de mettre en place la garantie égalité homme-femme. Mais c'est étrange. Normalement, la banque peut gérer ça, peut faire les demandes aussi. C'est assez étrange. Fanny, ça nécessite peut-être qu'on se contacte, que vous contactiez peut-être Actionnel après, ou vous aurez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, parce que j'avoue là que sur le papier, la question, je pense que ça nécessite un échange pour bien comprendre. C'est pas très clair. Pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'en général, quand on a un accord de prêt, le prêt peut être débloqué dès lors que le projet est lancé. Tout à fait. Donc, et j'ai une question pour Canto. Alors, pour Canto, est-il possible facilement de transférer son compte dans une banque vers Canto? Comment faire? C'est une très bonne question. Alors malheureusement, la législation sur la portabilité bancaire n'est pas du tout au même niveau entre la dimension entreprise et la dimension personnelle. Donc à titre individuel, vous pouvez demander à faire de la portabilité bancaire, pas à titre professionnel malheureusement. Mais c'est une fonctionnalité sur laquelle on est en train de travailler justement chez Conto pour pouvoir simplifier toutes les différentes étapes de changement de banque, mais c'est pas encore live. Ce qu'on constate dans beaucoup de cas, c'est qu'effectivement, beaucoup de clients peuvent avoir plusieurs comptes, d'ailleurs dans plusieurs banques ou bien dans une banque et un établissement de paiement, et donc transfèrent soit tout de suite, soit ouvrent un second compte et puis prennent le temps ensuite de faire les transferts au fur et à mesure. Voilà. Ça n'empêche absolument pas évidemment d'ouvrir un deuxième compte, ça arrive fréquemment, y compris dans plusieurs banques, et puis quand elles n'ont plus besoin et qu'elles ont fait toutes les démarches. Tout à fait. D'ailleurs, comme Conto ne fait pas de crédit, ou on ne peut pas on ne fait pas de crédit et vous n'avez pas la possibilité de faire du découvert, qui est aussi une certaine forme de crédit. Souvent, ça peut aussi être utilisé vraiment comme compte secondaire pour pouvoir, encore une fois, gérer vos notes de frais, gérer toute la partie plus comptable et avoir un compte à côté d'une banque où là, vous auriez hébergé votre crédit, etc. Alors, moi, je lis une question là de Liliane Pontier. Le lien entre BPI France et les entreprises des réseaux d'accompagnement reste flou. Comment savoir où se diriger pour avoir la bonne information? Alors, je vais laisser répondre Frédéric, mais avant, moi, je vous dis, contactez directement BPI France. Ils sont joignables. C'est pas une société, ils sont complètement joignables. Il y a un site internet, il y a des correspondants par région. Donc, n'hésitez pas, contactez-les.
Et Frédéric ou Assia, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, j'avais une question. Non, mais par rapport à BPI, pardon. Assia, tu sais, le lien entre les réseaux d'accompagnement et BPI. La question de Liliane qui dit que ça reste flou, en fait, entre le lien entre les réseaux d'accompagnement et BPI. Oui, alors BPI, en fait, porte et soutient un certain nombre de réseaux qui soient financiers, comme Hélène les a cités tout à l'heure, ou des réseaux comme l'entrepreneuriat féminin. Actionnel est d'ailleurs soutenu financièrement par BPI. Ça revient, pour moi, ça revient un peu à la question qu'on a évoquée tout à l'heure, vers quel réseau se tourner. En fait, en fonction de votre besoin, vous allez aller vers telle ou telle structure. Et donc, BPI va vous apporter de l'appui au niveau financier. Et en fonction même, j'allais dire, du montant du prêt que vous voulez solliciter, vous n'allez pas vous adresser à la même structure. Donc finalement, oui, il y a une offre très large, mais on va dire une réponse à chaque besoin aussi. Donc voilà. Merci Assia. Vas-y, parce que j'ai pas d'importance, ça mis aussi tout à l'heure. Un business, puisque si on n'a pas de business, on n'est pas clair. Enfin, là où on veut aller voir vers quel. Ouais, on t'entend mal, Frédéric. On a des petits soucis de connexion. La prochaine question. J'avais une question que je trouvais intéressante à vous poser. Quelle question? Alors, par exemple, à Frédéric ou Sabine, hein, qui êtes toutes les deux chefs d'entreprise, comment justement dépasser cette crainte de perte de salaire quand on passe entrepreneur versus cadre? Il ne faut pas craindre, faut pas créer en se disant je vais perdre du salaire. Il faut oser se dire que je vais gagner au moins pareil, voire plus. Je vous dis, 2/3 des entrepreneurs gagnent moins de 1 500 €. C'est pas acceptable. Donc, comment ne pas avoir peur de ça? Faire un bon business plan et aller oser demander de l'argent. Pour pouvoir, moi, je vais vous donner, si vous voulez, mais en 30 secondes, parce que c'est pas le sujet, à mon sens, mais quand j'ai créé il y a 8 ans, donc j'ai eu un passé de 15 ans en banque, j'étais directrice d'agence bancaire pendant 5 ans, et donc j'ai créé une boîte de courtage, donc qui est égale du service, normalement, pas besoin de fonds. Je suis allée demander à mon banquier 20 000 €. Pourtant, j'avais pas besoin de faire des investissements, mais je me suis dit, il est hors de question que je me lève le matin en me disant, ouh là là, il me manque de la trésorerie. Donc, je vais aller faire un prêt pour pouvoir me permettre, dès le démarrage de mon entreprise en avril 2013, à être focus sur mon activité. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même chose, pas plus, pas moins. 20 000 €, on pourrait dire, punaise, mais pourquoi je n'en avais pas besoin? Si. Je me suis jamais posé la question depuis 8 ans que j'ai ma société SDI Finance, mince, il me manque de la trésorerie. Et ces 20 000 € de départ ont été capitaux pour vraiment le fait de faire propulser ma société dès le démarrage, parce que j'avais pas ce stress tous les matins en me levant, oh là là, comment je vais faire justement, je vais être obligée de gagner moins que quand j'étais salariée. Allez demander de l'argent aux banquiers, allez tester vos projets sur les plateformes, sur Ulule. Simplifiez-vous le compte bancaire avec Conto, il y a plein d'outils, mais vraiment, demandez de l'argent. BPI garantit les prêts, BPI fait du prêt, donc allez-y, osez demander. Et après, pour répondre aussi, parce que il y a sans prêt bancaire, après, quand en général on passe de salarié cadre, ou pas cadre, hein, c'est pas une fin en soi d'être cadre à entrepreneur, vous avez quand même souvent, en France, on a quand même beaucoup de chance, hein, avec, alors c'est l'ARE et donc l'ACRE, où vous avez quand même, on va pas dire de portabilité du salaire, mais vous avez des fonds au démarrage quand même qui vous aident aussi et qui vous permettent d'être un petit peu plus sereine sur le démarrage. Merci Sabine. Donc ouais, effectivement, le message clé, c'est que les 1 500 €, c'est pas une fatalité en fait. Hein. Complètement. Être chef d'entreprise ne signifie pas gagner peu sa vie. Finalement, c'est un choix qui vous appartient. Si vous voulez vivre et vivre confortablement de votre activité, ça ne tient qu'à vous. Et Sabine, j'ai une question pour toi. Comment avez-vous justifié cette somme de 20 000 € quand tu as créé? Ah, mais alors j'avais un business plan, hein, parce que moi, en général, l'exemplarité, c'est-à-dire que quand je vous dis qu'il faut aller chez le banquier en exemplarité, bon, bah voilà, j'avais évidemment un business plan. Et vraiment, alors, je vais aussi dire, j'ai rien à cacher. Hein, donc, je suis allée dire à mon banquier, j'ai pas le temps le matin de me poser ce genre de questions, donc je veux 20 000 € pour pouvoir propulser mon entreprise. Regarde, j'ai la capacité de remboursement de ce prêt et j'avoue, par simplification, j'ai proposé ma caution personnelle parce que je croyais tellement en mon projet que je leur ai dit, je vous donne ma caution, par contre, vous me mettez 20 000 € de trésorerie.
Donc voilà, j'ai justifié, mais réellement, hein, avec un plan de financement qui montrait que du coup, j'avais un plan de trésorerie aussi, qui est dans le business plan, qui montrait que j'avais pas de problème pendant les 3 premières années de la société, que j'aurais pas de problème de trésorerie, que j'aurais la capacité d'embourser ce prêt, et que c'était vraiment, encore une fois, pour une entreprise de service, être focus sur mon activité, parce que croyez-moi, par contre, il faut faire du réseau, il faut déployer beaucoup d'énergie. Il faut pas non plus qu'on le cache, il faut déployer beaucoup d'énergie. Moi, Actionnel, ça a été une réelle rencontre. Je ne sais pas si Laetitia est avec nous ce matin, mais je veux dire, avoir eu la chance d'être chez Actionnel dès le démarrage de ma société, ça a été un plus énorme. Enfin, c'est pareil, c'était à refaire, je referais, mais peut-être même avant. J'aurais bien aimé connaître Actionnel avant, mais mais en tout cas, j'ai vraiment, c'est comme ça que je l'ai fait. Asia, tu me connais depuis le début, c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Je suis allée avec mon business plan, avec ma petite voiture, hop, et je suis allée, j'ai un grand projet, parce que je déteste le mot petit, hein, là je l'ai fait exprès, mais donc j'ai un grand projet ambitieux et j'ai pas besoin de me poser la question le matin, donc on y va. Mais par contre, j'avoue, j'ai donné ma caution personnelle parce que voilà, c'était à mon sens juste. Mais là, typiquement, par rapport à la question posée, c'est une personne, pour moi, il faut vraiment que vous croyiez en votre projet. Comme on voit à travers le projet de Sabine, c'est quand on croit en son projet, déjà, on sait qu'au-delà des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans, on va réussir. Si on part déjà dans l'idée où on se dit « Ah, mais est-ce que je vais gagner le même salaire ?» parce qu'on pense qu'on va peut-être échouer, on part déjà, je dirais, du mauvais pied. Donc, il faut vraiment se dire, bien sûr, c'est clair que dans 3 ans, j'aurai touché mon salaire, donc on peut y aller, quoi. Voilà. J'ai un témoignage intéressant de Delphine Curie qui explique qu'en fait, et c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement chez beaucoup de femmes qu'on accompagne en tout cas, elle dit ce que je constate à mon niveau, c'est pas un problème de compétence. La question, c'est vraiment de savoir vendre ma prestation. Ma force commerciale est quasi nulle. Comment faire pour développer cette compétence? Se former. Ok. Se former, venir chez Actionnel, savoir pitcher. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et effectivement, Delphine, ça peut être une question de compétence, mais ça peut aussi être une question de posture. Et je pense que le sujet est souvent à ce niveau-là. Finalement, qu'est-ce que c'est vendre? C'est croire en soi et être convaincu qu'on peut apporter quelque chose à l'autre. Et il y a Maya qui veut rajouter quelque chose. Merci Maya, vas-y. On ne t'entend pas. Il n'y a pas le son, Maya. Le micro. Oui, le micro, pardon. Excusez-moi. Je disais que j'aimais bien les statistiques et les pourcentages. Alors, sur les sujets de promotion dans l'entreprise, mais ça s'applique sans doute aussi à la création d'entreprise, il y a un phénomène qui est bien connu, qui est qu'un homme, pour candidater à un poste, il va attendre il va considérer qu'il a les compétences, qu'il a 50% des compétences. Voilà, parfois même moins 40%. Moins 40. Et une femme, il lui faut 80%, 90%. Et je dis parfois à certaines personnes que je rencontre, toi, il te faut 120% des compétences pour candidater. C'est ce que tu crois. Et le vrai chiffre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est certainement pas 80, 100 ou 120. Voilà. Cette étude, elle tourne tout le temps, ces chiffres, ils tournent tout le temps. Il ne faut pas attendre d'atteindre 100%. Il faut y aller bien avant. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup en marchant aussi. Effectivement. D'ailleurs, on peut Asia, juste comme Maya a dit, et c'est vrai, parler de chiffres, c'est intéressant qu'on revienne sur le sondage pour voir un peu comment le public était, comment a répondu le public, même si on a eu la réponse en fait, grâce à Maya Attig, mais justement, ça serait intéressant si on peut soumettre le vote tout de suite. Oui, complètement. Alors, à la question que Sabine vous a posée au tout début du live, en tant qu'entrepreneur, les femmes ont moins de chances d'obtenir un prêt info ou intox. On est pile à 50-50. Alors là, ça continue un petit peu d'évoluer. Alors là, on bouge à l'instant, on est à 51% intox, 49% info. Et il me semble au tout début du vote qu'il y avait un petit peu plus de majorité sur l'intox. Donc, je pense que le message est passé aujourd'hui. Maya, je vous laisse confirmer à nouveau.
C'est important, il faut qu'on le repasse. Ce oui, Ouais. il faut redonner Vraiment. ces chiffres. Ouais, quand les projets sont déposés, les chances pour les femmes d'être acceptées sont les mêmes que pour les hommes, vraiment les mêmes. Les taux de refus, les études qui sont faites sur les taux de refus, il y en a régulièrement. C'est des taux de refus qui sont compris entre 5 et 7% sur les projets, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc c'est vraiment, ça dépend de la taille des entreprises, etc. Mais vraiment, le genre n'est pas un facteur du tout. Ce qui est vrai et qui explique peut-être qu'on soit à 50-50 et pas à 80-20, c'est que les projets arrivent différents, avec des secteurs différents, des niveaux d'ambition différents, etc., etc. Mais en revanche, dès lors que le dossier est déposé, il aboutit avec la même proportion de chances que celle des hommes. Et par ailleurs, il y a énormément de dispositifs pour susciter davantage de projets, donc pour permettre qu'en nombre d'entrepreneurs, on ait autant de femmes que d'hommes. Le nombre de femmes entrepreneurs aujourd'hui, c'est 30% pour l'ensemble des entreprises, 40% pour l'ensemble. Pour les micro-entreprises, pardon. Et on voit bien que dans les accompagnements, que ce soit France Active, Initiative France ou autres, les femmes, c'est à plus de 50% de celles qui sont accompagnées, qui sont accompagnées. Donc, ça peut monter avec tous les efforts qui sont déployés, justement pour faire en sorte que plus de projets soient déposés. Et j'en profite pour vous donner les clés de la banque. Je vous les confie, je sais que vous en ferez tout de bon usage. On a un site internet, la FBF le développe, ça s'appelle les clés de la banque. Et il y a énormément d'informations sur tous les instruments de financement. Il y a un mini-guide qui s'appelle Entreprendre au féminin. Alors, c'est une expression parfois controversée, mais elle a l'avantage de récapituler les éléments clés et les aides spécifiques dont bénéficient les femmes. Mais il y a par ailleurs toutes sortes de mini-guides comme ça. Et j'ai bien entendu tout ce qui était dit sur le manque de temps, etc. Là, sur chacun des sujets, que ce soit le crédit bail, la trésorerie, que faire en cas de difficulté et que faire pour se développer, vous allez avoir un petit récap à la fin, ça vous met le pied à l'étrier et vous aurez beaucoup plus, je pense, d'idées après avoir vu tout ça. Donc, à tout moment, pour votre vie perso, votre vie pro, les clés de la banque, le bon réflexe. Alors, je confirme, Maya, je suis obligée parce que je suis tellement fan des clés de la banque. C'est un de mes outils les plus importants au quotidien. Je vais télécharger parce que le guide que vous avez montré, il est téléchargeable gratuitement sur le site Les Clés de la Banque. Et vous allez dans Publications, boîte à outils, c'est très simple. Et vous retrouverez, et ça, vous avez tout. Alors, il y a les clés, il y a l'entrepreneuriat, vous avez tellement de conseils. Donc, ça, c'est vraiment un outil. On parlait d'outils tout à l'heure. C'est vraiment un outil qui est hyper important pour nous aider dans le monde entrepreneurial. Vraiment. Il est temps de conclure, je crois. Donc, je vais donner la parole à Frédéric, mais juste avant de donner la parole à Frédéric pour conclure, je voudrais sincèrement vous remercier toutes. Merci à toutes. Merci, mesdames, pour la qualité de nos échanges ce matin. Merci de votre présence, à vous, public. Vous avez, nous l'espérons, compris grâce à cette matinale qu'il faut oser créer, oser emprunter, oser gagner de l'argent et oser être accompagné aussi pour mieux réussir. Moi, j'étais ravie d'animer cette matinale. Je vous dis vraiment merci et je vous souhaite une bonne journée. Je donne le mot de la fin à Frédéric, présidente nationale d'Actionnel et pas que. Et donc, oui, pardon, juste Frédéric, juste Frédéric. Attends, Frédéric, juste excuse-moi. Vous allez recevoir, toutes les personnes qui ont suivi cette matinale vont recevoir les slides. Voilà, les slides. Merci Conto pour la co-organisation aussi. Super. Vas-y Frédéric, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, Sabine. Merci. Justement, je voulais dire merci à Conto pour cette organisation. Merci à vous toutes ce matin de nous avoir partagé cette ambition et cette envie d'entreprendre au féminin parce que c'est plus que nécessaire pour que nous arrivons à l'égalité. Et je pense en plus que l'entrepreneuriat au féminin va permettre aussi d'avoir une nouvelle économie, va permettre aussi de relancer cette économie. Donc, lancez-vous. Les femmes, vous avez énormément d'idées. Vous êtes capables d'aller très
très loin. Ayez l'ambition aussi d'embaucher, parce que je sais que c'est un frein, je l'ai eu pendant plusieurs années, mais je vous assure que quand vous passez l'étape au-dessus, c'est génial. Donc, allez-y, lancez-vous, profitez de tous les outils qu'on vous a donnés ce matin, toutes les astuces, toutes les bonnes pratiques. Et je vous espère bientôt être des futurs modèles pour, en tout cas, les générations futures. Voilà. Merci à vous tous.